C'est vrai encore aujourd'hui. Stéphane Bureau. Bonjour Stéphane. Bonjour Mario. Nouvel épisode de Contact aujourd'hui avec un thème bien pointu. Bien pointu, mais qui a le don de cliver aussi. Est-ce qu'on devrait tous être collectivement véganes pour sauver la planète, mais aussi peut-être surtout pour moins malmener ceux avec qui nous vivons, les animaux. Chaque année, le chiffre donne le vertige. C'est 100 milliards de bêtes qui sont tuées pour satisfaire nos besoins de protéines animales. C'est beaucoup de monde. Je relève un fait, il y en a plus que ça qui sont tués parce que les animaux se mangent entre eux. Beaucoup d'animaux sont carnivores ou omnivores et donc mangent d'autres animaux. Fait que l'humain, on est juste un de ceux-là, sauf que nous, on tient des statistiques sur notre alimentation. Oui, puis je dirais que notre prédation est plus systématique et organisée. Ouais. Donc, l'antispécisme, c'est aujourd'hui revendiqué par un petit nombre de gens. Suzanne Zakour est essayiste, féministe, fait d'ailleurs des liens entre féminisme et consommation animale. Pense que nous consommons la viande comme les hommes se sont permis aussi, pardonne l'expression, de consommer les femmes. Alors oui, ça va faire beaucoup réagir. On écoute un extrait. On abat chaque année plus de bêtes pour se nourrir collectivement qu'il y a eu d'êtres humains dans l'histoire de l'humanité. À peu près 100 milliards, là, ça serait le chiffre. C'est un chiffre qui dépasse l'entendement et il y a une phrase dans mon livre où je dis c'est une violence qui est sans égal et sans précédent. C'est pour dire, il y a peut-être un petit sentiment d'urgence, de dire est-ce que dans 150 ans, on va avoir une morale différente par rapport aux plantes? Quel serait le système idéal si X chose arrive? Qu'est-ce que je mangerais si j'étais parachetée sur une île déserte qui arrivera jamais? Mais toutes ces questions-là deviennent un peu secondaires quand on se dit wow, en ce moment même, juste dans la durée de cette émission, il va y avoir des millions d'animaux qui vont être tués de façon totalement évitable. Le véganisme, c'est de dire, moi, j'y participe pas. Et c'est peut-être pas suffisant de refuser d'y participer. Je peux peut-être pas, moi, toute seule, arrêter un carnage d'une telle ampleur, mais je peux dire, moi, je n'y participe pas parce que ça ne fait pas partie de mes valeurs. Est-ce qu'elle sait, Stéphane, parce que là, elle est végane, non pas végétarienne, est-ce qu'elle sait que la poule, on la tue pas, on prend l'œuf puis on la laisse vivante, ou elle est non informée de ça? Elle est parfaitement informée de tout ça, de ce qu'on fait avec les poules, de ce qu'on fait avec les poussins qu'on broie des fois quand ils sont pas appropriés. Elle fait un travail d'investigation rigoureux. On peut ne pas être d'accord, évidemment. Je suis de ceux qui mangent de la viande, donc j'avais quelques divergences de point de vue. Mais c'est une réflexion, et comme toutes les réflexions, moi, j'aime les entendre. Quand on me dit qu'il y aurait des corrélations potentielles entre consommation de viande et violence toxique chez les hommes, ben, je lui faisais l'hypothèse que beaucoup de nazis étaient végétariens et pourtant ils n'étaient pas tous des agneaux, disons les choses comme ça. Mais donc, ce que je comprends conversation pas, ce que je comprends pas, c'est, mettons, quand un tigre là, s'attaque à une antilope, elle n'intervient pas, elle laisse faire. Ça serait pas grave. Pour petite antilope, c'est pas grave, ça. On laisse faire. La distinction profonde, évidemment, c'est l'organisation industrielle de l'abattage. Pas si profonde. On est plus nombreux, on vit dans des villes, on a trouvé des moyens de nourrir tout ce monde-là, mais à la fin, c'est la même affaire. En fait, on fait ça dans une moindre violence, là, parce que, je veux dire, si t'as déjà vu l'ours polaire, par exemple, se nourrir, c'est rough un peu, là. Il finit que le tour du poil autour de la gueule rouge, pas mal. En tout cas. Mais bon, ça, détail, le là. Le principe du règne animal, et je le conçois très bien. C'est pour ça que ces questions clivent toujours. Derrière ça, il y a aussi la possibilité que cette consommation de viande soit aussi délétère pour l'environnement, parce que ça demande élever de la viande, ça demande beaucoup d'énergie, d'eau. Alors, c'est tout ça. C'est comme le reste, on le fait avec des méthodes toujours améliorées. Mais bon, je pense que tu as entendu mon opinion. On s'est parlé longuement hier d'Epstein. Quand même, on est comme appelons ça la phase 2, là, parce qu'un peu partout, il y a des gens qui réclament des conséquences, il y a des gens dont on réclame la démission.
Parce que là, en même temps, c'est un peu partout. bizarre, parce qu'il y en a qui ont juste été associés. Qu'est-ce qu'ils ont vraiment fait? Quels liens ils ont vraiment eu? Là? Dans la mesure où tu n'enquêtes pas complètement, c'est comme la rumeur qui devient culpabilité. Qui est suffisante. Donc, on le voit un peu partout, des gens qui avaient des relations, de la correspondance avec Jeffrey Epstein pour rien inquiéter par la loi, mais dont le lien à lui seul suffit à les rendre infréquentables ou toxiques. Brad Karp, par exemple, qui était le patron d'un grand bureau d'avocats, Paul Weiss, mais vraiment un des plus grands aux États-Unis, qui, hier, à quelques minutes d'avis, a annoncé qu'il se retirait. L'ancien directeur d'un des musées d'art les plus importants à New York, le Whitney, qui enseigne, a laissé sa charge d'enseignement. Je te parlais de Caroline Lang, la fille de Jack Lang, l'ancien ministre français de la Culture, qui a aussi démissionné de ses fonctions parce qu'on avait appris qu'elle avait été liée à Jeffrey Epstein dans une société offshore dans les îles Vierges américaines où il avait investi Epstein 1,7 million de dollars. Là, beaucoup de pression sur Jack Lang, son père, qui assume sa relation d'amitié sans pour autant donner de détails, mais il dit oui, on s'est bien connus et j'ai été surpris d'apprendre ce qu'était vraiment le personnage. Il est quand même le patron de l'Institut du monde arabe à Paris, qui est une très grosse organisation. Et là, il y a dans la classe politique beaucoup de gens qui disent c'est intolérable, il doit démissionner. M. Lang a 86 ans, c'est pas non plus un jouvenceau. La pression augmente, on verra s'il est capable de résister, mais c'est un peu à ça que je pense qu'on va assister au cours des prochains jours et prochaines semaines. C'est discrètement plein de gens qui, parce qu'ils sont nommés, parce qu'on découvre qu'ils ont eu des relations soutenues, vont choisir de ne pas embarrasser leurs organisations et disparaître sous l'écran radar. Bon, au début des négociations, on le savait, là, qu'entre l'Iran et les États-Unis, le président Trump, était en mode menace avec son armada, mais était surtout passé, une fois la menace installée, en mode négociation. Ça commence demain? Ça commence demain à Oman, négociation directe entre des représentants iraniens et américains. Ça, c'est un peu nouveau. Ça devait se passer à Istanbul, ça sera dans le Golfe, avec l'espoir peut-être qu'on puisse éviter un conflit. Il faut voir quand même que la dernière fois que les Américains ont négocié avec les Iraniens, c'était pour les endormir et frapper militairement en juin dernier, parce qu'il y avait des négociations. Les Iraniens pensaient aller à la table de négociation un dimanche. Et le samedi, ils ont été surpris de découvrir que des B-2 avaient largué leur géante bombe sur Fordo, un des sites où on faisait de l'enrichissement et on protégeait ce programme militaire iranien lié à l'énergie atomique. Est-ce que ça pourrait être la même configuration? J'en doute. Je crois que Trump aimerait bien un morceau, un prix, être capable, par exemple, de sécuriser une partie de l'uranium enrichi des Iraniens quelque part. Est-ce que les Russes pourraient devenir les garants? On sait qu'il y a une bonne relation entre les Iraniens et les Russes. Est-ce qu'on pourrait remettre cet uranium aux Russes? Uranium enrichi à plus de 60%, alors que pour faire de l'énergie civile, ça te prend un enrichissement à 3, 5, 4%, 5% maximum. Donc, clairement, le seul objectif de cet enrichissement d'uranium, c'était pour leur arme nucléaire. Ils ont toujours voulu l'avoir. C'est un cul-de-sac annoncé. Je ne conçois pas que jamais les Iraniens renoncent à avoir l'arme nucléaire. C'est leur carte essentielle de survie. Donc, si 400 kilos étaient remis, c'est parce qu'il y en a probablement 200 ailleurs. On a réussi à enrichir à la barbe des inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Les Iraniens ont été très habiles à le faire. Et je crois surtout que les Américains pourront jamais, quelle que soit la pression, réussir à les désarmer. Ce qui est amusant, sinon paradoxal, mais on en parlait mardi, c'est qu'en juin dernier, après les bombardements, le président, malgré ce que disaient ses services de renseignement, était convaincu d'avoir éradiqué la menace nucléaire iranienne. Et aujourd'hui, on est à négocier. Et ce sont les deux mêmes champions, Steve Witkoff et son beau-fils Jared Kushner, qui sont à la table. Ça dit quelque chose du sérieux parce que c'est eux qui négocient les affaires sérieuses. On n'aura plus de détails demain peut-être ou en fin de semaine. Je doute qu'on n'arrive jamais au bout de cette affaire à la table de négociation. On avait eu en décembre la politique nationale de sécurité des États-Unis qui avait été, que tu avais décortiqué, que plusieurs avaient décortiqué, puis qui donnait un peu le nouvel enlignement là, de M. Trump. Là, on a maintenant leur politique de leur stratégie de défense nationale. C'est important, puis ça s'est fait très discrètement le 23 janvier dernier, publié par le Pentagone, parce que la première version dont on a beaucoup parlé, où
On disait entre autres que les Américains constataient l'effacement civilisationnel des Européens. C'était la vision politique de la Maison-Blanche. Là, on a l'encadrement militaire de cette vision et c'est très clair. Son auteur, Elbridge Colby, récemment, je pense que c'est à Singapour, disait il faut se faire à l'idée que l'ordre international fondé sur les règles, c'est des abstractions vaporeuses. C'est ce qu'il disait du monde dans lequel nous étions. Peut-être une réponse à Mark Carney. C'est pas dans la politique, mais c'était le commentaire qu'il en faisait. 4 éléments essentiels. D'abord, la défense du territoire, c'est pas une surprise avec le Golden Dome, les frontières étanches, c'est la doctrine d'Unruh dont on a beaucoup parlé. Dissuader la Chine par la force, pas par la confrontation. On ne cherche pas la guerre, on veut s'imposer par les moyens de dissuasion. Le partage égal des responsabilités au sein des alliances, on parle du burden sharing avec l'Europe. Les États-Unis, qui étaient les leaders de la défense en Europe, deviennent le soutien. On fait pression pour que ça soit 5 % et non pas 2 ou 3 % du budget qui est consacré à la défense. Et la 4e patte, c'est de la redynamisation de la production militaire américaine. C'est essentiel. On veut être capable, partout dans le monde, d'avoir une stratégie de maraude, avec une force de maraudage, un peu comme on le fait au large de l'Iran, c'est-à-dire un groupe aéronaval autour d'un porte-avions et de frapper à l'improviste, sans donner de préavis, de manière forte, efficace. C'est ce qu'on dit vouloir faire pour être capable d'imposer quoi? La soumission stratégique. Et c'est très important, c'est pas de changer les régimes, c'est de soumettre par la force ceux qui ne sont pas sur la même longueur d'onde que Washington. Le document mentionne spécifiquement le Canada comme un voisin avec lequel les États-Unis s'engagent de bonne foi, mais à la condition stricte que Ottawa doit respecter et faire sa part. C'est une manière de rappeler que pendant des années, ça n'a pas été le cas. Les Américains veulent dégager ce qu'ils appellent des alliés modèles. Israël est déjà considéré comme un de ces alliés modèles. Ouais. La stratégie donc précise que le Pentagone accordera désormais la priorité à la coopération avec des alliés qui dépensent suffisamment pour leur propre défense. C'est ça, la définition de modèle, c'est qu'ils dépensent beaucoup en défense. Là. C'est pas nécessairement sur l'ensemble du comportement. Et, dans certains cas, comme pour Israël, c'est la capacité que cet État a à faire la guerre directement à la place des Américains, qui se placent en deuxième ligne avec du renseignement et l'espèce de backup, de bouclier distant, mais où on dit, pour certaines opérations, ça sera Israël, dans son bout du monde, qui s'occupera de livrer la guerre. C'est ça, un allié modèle. Et le Canada, évidemment, se retrouve au cœur de la défense de l'hémisphère nord. On a parlé du Groenland, on va parler de l'Arctique de plus en plus. Dans le document, on souligne que le Canada a un rôle vital, c'est le mot employé, à jouer dans la protection de l'espace aérien et maritime de l'Amérique du Nord contre toute nouvelle menace, missiles, drones. Alors, les incursions étrangères, j'y pense un peu moins, mais effectivement, c'est surtout les missiles avec l'ambition de ce Golden Dome. On comprend qu'il est attendu, il est attendu que nous y mettions les ressources. Exact. C'est le gros cash et je pense que ça sera déterminant pour l'ensemble de la relation entre les deux pays. Hey, merci Stéphane.